Pendant près d'un demi-siècle, l'Iran a investi du temps, des ressources et un effort national considérable pour façonner sa force aérienne. Pendant 47 ans, des avions ont été acquis, des pilotes formés et des bases aériennes étendues à travers tout le pays. L'objectif n'était pas nécessairement de dominer les cieux à l'échelle mondiale, mais au moins de garantir qu'en cas de crise, l'Iran puisse conserver un certain contrôle sur une partie de son propre espace aérien. Pourtant, lorsque le dernier conflit a éclaté, les événements ont évolué d'une manière que peu d'observateurs avaient anticipée. En l'espace d'environ 24 heures, une série d'engagements coordonnés a profondément modifié l'équilibre des forces dans le ciel iranien. Des bases aériennes qui abritaient autrefois des dizaines d'appareils ont été frappées coup sur coup. Pistes, hangars et installations de soutien sont devenus la cible d'opérations soigneusement planifiées. Des avions qui avaient mis des décennies à rejoindre l'arsenal aérien du pays ont été endommagés ou détruits alors qu'ils se trouvaient encore au sol. La rapidité de ces développements a stupéfié les analystes à travers le monde. Ce qui était encore une composante aérienne fonctionnelle, imparfaite mais opérationnelle, s'est soudainement retrouvé incapable de fonctionner normalement. Et les images circulant en ligne racontaient une histoire puissante. Une séquence largement partagée par l'analyste aéronautique Max Afterburner a capturé l'un des nombreux moments de cette campagne. Sur la vidéo, un avion iranien est immobile sur une piste sous le soleil de l'après-midi. Aucun signal d'alerte dramatique, aucune sirène au loin, seulement un aérodrome silencieux. Puis en quelques secondes, l'appareil est frappé. L'engagement est bref. Une frappe de précision atteint la cible et l'avion disparaît dans un nuage de fumée et de débris. Quelques instants plus tard, la piste redevient silencieuse. Des scènes similaires se seraient produites sur plusieurs sites à travers le pays. Des bases aériennes comme celle de Tabriz, entre autres, sont devenues des points centraux d'opérations répétées. Des rapports indiquaient que des appareils tels que les F-4 Phantom et les avions d'attaque au sol Su-22 avaient été visés alors qu'ils étaient stationnés sur leur base d'origine. Des chasseurs plus anciens comme le F-5 Tiger et même l'emblématique F-14 Tomcat, autrefois considéré comme l'un des intercepteurs les plus capables de la région, ont également été pris dans la vague de frappe. Dans de nombreux cas, les appareils n'ont même jamais quitté le sol. Certains pilotes auraient tenté de préparer leur décollage, mais les frappes sont arrivées plus vite que ces préparatifs ne pouvaient être achevés. L'intervalle entre la détection et l'impact se mesurait souvent en minutes. Selon des informations d'Aerotime, les forces israéliennes ont confirmé qu'au moins 2 appareils, un Phantom et un Tiger, avaient été détruits à Tabriz alors qu'ils se préparaient au décollage. Les avions étaient positionnés sur la piste, moteurs apparemment en marche lorsque l'engagement a eu lieu. Encore plus critiques que les appareils eux-mêmes étaient les systèmes qui leur permettaient d'opérer. Des dépôts de carburant, des hangars de maintenance, des stations radars et des centres de communication sont rapidement devenus des cibles à leur tour. Des images satellites ont ensuite révélé des bunkers de stockage détruits sur la base de Konarak et d'importants dégâts sur des infrastructures radars près de Zahedan. Ces attaques n'étaient pas aléatoires. Les analystes militaires estiment que les opérations ont été coordonnées avec un objectif clair, neutraliser la puissance aérienne iranienne avant qu'elle ne puisse répondre efficacement. Et dans une large mesure, cet objectif semble avoir été atteint. Beaucoup des avions touchés par cette campagne étaient déjà considérés comme dépassés selon les standards modernes. Plusieurs remontaient à des conceptions développées durant la guerre froide. Bien que l'Iran ait travaillé pendant des décennies pour maintenir et moderniser ses appareils, il restait technologiquement désavantagé face aux chasseurs occidentaux les plus récents. Mais quel que soit leur âge, ils représentaient l'épine dorsale de la force aérienne iranienne. Et ils disparaissaient rapidement. Dès le premier jour d'opération, certaines estimations suggéraient que la flotte opérationnelle iranienne avait été fortement réduite. Une force qui comptait autrefois environ 400 avions aurait été pratiquement divisée par 2. Peut-être le détail le plus remarquable est que la majorité de ces pertes est survenue avant même que de nombreux appareils n'aient eu la possibilité de prendre l'air. Ce changement dans l'équilibre de la puissance aérienne a permis aux États-Unis et à Israël d'établir ce que les planificateurs militaires appellent une supériorité aérienne locale. Le général Dan Kane, président
président du comité des chefs d'état-major interarmés a confirmé plus tard que les opérations combinées visaient précisément ce résultat. Selon Kane, les frappes ont permis de créer des conditions dans lesquelles les avions de la coalition pouvaient opérer plus librement au-dessus du territoire iranien. De telles conditions sont rarement obtenues par des frappes aériennes seules. Avant même que le premier avion ne pénètre dans un espace aérien contesté, une autre bataille était déjà en cours. Une bataille sans explosion. Selon des informations citées par Business Insider, la phase initiale de la campagne s'est concentrée sur ce que les planificateurs militaires appellent des opérations non cinétiques. Plutôt que de recourir immédiatement aux bombes ou aux missiles, la phase précoce visait la capacité de l'Iran à voir, communiquer et coordonner ses défenses. Des opérations cybernétiques ont perturbé les réseaux de commandement. Des systèmes de guerre électroniques ont brouillé la couverture radar. Les unités de renseignement électromagnétiques se sont concentrées sur les installations de commandement et de contrôle. En termes simples, la campagne cherchait à désorienter le système qui dirigeait les défenses iraniennes avant même que les frappes physiques ne commencent. Le général Kane a décrit cette étape comme un effort visant à perturber, dégrader et aveugler le réseau coordonnant la réponse militaire iranienne. L'effet a été immédiat. Lorsque les avions et les missiles ont commencé à frapper les bases aériennes quelques heures plus tard, nombre des systèmes défensifs censés les détecter et les intercepter était déjà compromis. Le réseau de défense aérienne iranien, composé de radars, de batteries de missiles et de centres de contrôle, a eu du mal à réagir efficacement. Certaines installations ont été endommagées dès le début du conflit. D'autres auraient perdu la communication avec leur centre de commandement. Le résultat fut une situation rarement observée dans la guerre moderne. Les avions de la coalition ont pu opérer dans certains corridors de l'espace aérien iranien avec une résistance minimale. La preuve de cette confiance est rapidement apparue dans le type d'appareil déployé. Lors des premières phases de la campagne, des plateformes furtives comme le bombardier B de Spirit ont été utilisées pour mener des frappes à longue distance. Ces avions sont spécialement conçus pour échapper à la détection radar. Mais à mesure que le conflit progressait, un autre bombardier est apparu dans les rapports opérationnels. Le B, un Lancer. Contrairement au B2, le B1 n'est pas un avion furtif. Il s'appuie davantage sur la vitesse et sur des contre-mesures électroniques que sur l'invisibilité. Selon un reportage d'Asia Times, l'introduction du B1 suggérait une confiance croissante dans le fait que les systèmes iraniens de missiles solaires à longue portée ne fonctionnaient plus à pleine capacité dans certaines zones. Si cette analyse approfondie vous a semblé éclairante et que vous souhaitez rester informé à mesure que les développements militaires mondiaux continuent d'évoluer, pensez à vous abonner et à suivre la chaîne, car le prochain chapitre de cette histoire pourrait arriver plus tôt que beaucoup ne l'imaginent. Dans les cercles stratégiques, cette séquence d'événements est désormais étudiée comme un exemple frappant de la manière dont la guerre moderne peut transformer un rapport de force en quelques heures seulement. Là où autrefois des semaines de combat étaient nécessaires pour neutraliser une aviation nationale, la combinaison de cyberattaques, de guerre électronique, de renseignements en temps réel et de frappes de précision a permis d'accélérer ce processus à une vitesse presque inédite. Pour les analystes militaires, cette campagne rappelle que la domination du ciel ne dépend plus uniquement du nombre d'avions disponibles, mais aussi de la capacité à perturber les réseaux invisibles qui relient radar, communication et commandement. Dans ce type de conflit, celui qui voit, comprend et décide le plus vite peut transformer la bataille avant même que l'adversaire ne réalise pleinement ce qui se produit. Ainsi, bien au-delà des images spectaculaires d'appareils détruits sur les